des femmes a en France et en Europe progressé au cours des 50 dernières années, plus rapidement même que dans les 5 siècles précédents. Mais aujourd'hui, nous avons des raisons d'être vigilants, et j'ai envie d'ajouter, hélas, nous avons des raisons d'être inquiets. D'abord sur le plan international. Il est clair que dans plusieurs régions du monde, la cause des femmes est d'une brûlante, j'ai envie même de dire d'une dramatique actualité. Alors qu'on sait le lien entre émancipation des femmes et progrès économique et social, ce lien qui s'est toujours vérifié dans toutes les civilisations, on constate que dans de très nombreux pays, les discriminations sont fortes. Elles sont sans doute même plus fortes qu'il y a une dizaine d'années. En France même, il y a des régressions. On a appris il y a quelques semaines qu'il existait des cafés à 1 heure de Paris où les femmes n'étaient pas les bienvenues. On sait aussi qu'il y a des quartiers où elles ne s'habillent pas comme elles veulent, ne travaillent pas quand et où elles veulent, ne scolarisent pas leurs enfants dans les écoles de la République parce que cela est mal perçu par leurs entourages. À l'occasion d'une visite que j'ai faite il y a quelques semaines dans une ville du nord de la France, les travailleurs sociaux m'ont indiqué qu'il y avait des rues entières où les jeunes filles n'allaient plus à l'école. Pour des raisons qui sont évidemment des raisons idéologiques, religieuses, ou en tout cas faussement religieuses. Je me souviens, lorsque j'étais Premier ministre, avoir reçu un jour une lettre d'une jeune fille qui habitait dans le Vaucluse. Elle m'expliquait que chez les garçons de son entourage, le jeu qui faisait fureur, c'était d'envoyer des lames de rasoir au lance-pierre dans les jambes des filles qui portaient des jupes courtes. Si ça c'est un jeu, alors il y a un profond problème d'éducation et de valeurs. Certains parlent de simples faits divers isolés, d'autres prétendent qu'on est devant des traditions, des préjugés habituels. Il faut arrêter de se voiler la face. Disons franchement les choses, il existe une vision rigoriste de l'islam qui est hostile à l'émancipation de la femme. Et cette vision est peut-être minoritaire, mais elle gagne du terrain. Je n'ai rien contre la foi, vous le savez, bien au contraire, mais je conteste ces dogmes régressifs, ces dogmes répressifs, dont, comme par hasard, c'est toujours les hommes qui sont les arbitres. Moi, je ne relativise pas les choses. En 2004, nous avons, et j'ai été un des rares ministres de l'époque, à soutenir dès le départ cette initiative, nous avons légiféré sur le voile à l'école publique pour faire savoir à toutes les jeunes filles concernées qu'en France, elles ont les mêmes droits que les garçons et que les autres jeunes filles. En 2010, nous avons légiféré sur le voile intégral parce que nous avons estimé que personne ne pouvait contraindre des femmes à vivre cachées, sans relations sociales et sans aucun avenir professionnel. Eh bien, c'est ce même combat que nous devons reprendre aujourd'hui avec une énergie redoublée contre les dérives d'un communautarisme qui retire sournoisement aux femmes leurs droits les plus fondamentaux. Notre devoir, c'est de défendre les libertés des jeunes filles dans les cités. Notre devoir, c'est de réintroduire la République dans ces zones de non-droit où les femmes sont sous pression. Cette pression n'a d'ailleurs rien à voir avec la vraie spiritualité, rien à voir avec la foi sincère. En réalité, cette pression, ça s'appelle le machisme, la misogynie, la contrainte sociale. Les jeunes femmes doivent être d'autant mieux protégées qu'elles sont des cibles de prédilection pour les fanatiques. Il faut donc être ferme. Et je propose dans le programme dont vous allez débattre de supprimer les aides à toutes les associations qui ne respectent pas les principes de mixité et d'égalité. De contrôler bien davantage les écoles hors contrat qui ne respectent pas ces mêmes principes. Je propose d'interdire les prêches qui portent atteinte à ces principes et de les sanctionner pour la vie. Je propose de faire enfin usage des dispositions qui autorisent à fermer des lieux de culte où l'on incite à la haine ou à la violence. Enfin, je propose que nous aidions les associations de mères qui luttent dans les quartiers contre la radicalisation de leurs enfants et toutes celles qui mènent ce combat courageux pour l'égalité homme-femme. Cette résistance contre l'obscurantisme est collective. Et c'est la raison pour laquelle je demande à nos compatriotes musulmans de nous aider à faire le ménage. Parce qu'ils sont les mieux placés pour dénoncer les dérives de ceux qui, justement, instrumentalisent leur travail. Il faut parler
parler de respect, il faut parler de dignité. Pour préserver le respect qui est dû aux femmes, il faut la tolérance zéro contre les violences qui leur sont faites. Il y a les incivilités commises à leur égard dans l'espace public, dans les transports en commun. Il ne faut pas les banaliser. Il faut les dénoncer, les sanctionner, et l'amende doit tomber vite. Et puis il y a la violence conjugale. Cette violence faite aux femmes a cela de retors qu'elle se manifeste dans l'intimité, à huis clos, à l'écart de la lumière, et que la douleur qu'elle provoque se partage rarement. Il y a déjà 15 ans, les Nations Unies avaient dédié une journée et une résolution à ces violences. Derrière les symboles, il y a une réalité. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. En 2015, 84 000 femmes ont été victimes de viols, de tentatives de viol ou d'autres agressions sexuelles. Sous mon gouvernement, la loi contre les violences faites aux femmes a été votée, mais seule une femme victime d'agressions sexuelles sur 10 porte plainte. Il faut les encourager à porter plainte, en leur garantissant un cadre sécurisant. Dans un commissariat ou une gendarmerie, chaque victime doit pouvoir être entendue de façon certaine par un référent qui a été formé à cela. Je propose de développer l'hébergement d'urgence à destination des femmes victimes de violences tout en les aidant à réintégrer rapidement leur logement. Je veux initier un recensement du nombre de places disponibles pour les femmes victimes de violences et prévoir un fonds mobilisable quand l'État est bailleur de logements sociaux. Je voudrais qu'on réserve 2% des logements sociaux pour accueillir ces femmes qui sont en grand danger. Vous savez que dans mon projet, j'accorde une place importante à la famille. Le gouvernement actuel l'a considérée comme une variable d'ajustement budgétaire et comme un terrain d'expérimentation sociétale. Ça n'est pas ma vision des choses. Pour la famille, je veux qu'on protège le droit de l'enfant et pas le droit à l'enfant. Pour la dignité de la femme, je m'oppose très fermement à la gestation pour autrui. Que la France se fasse entendre sur ce sujet dans les enceintes internationales, parce que c'est là que le combat doit être tenu. Enfin, la famille doit être encouragée, elle doit être aidée, c'est pourquoi je veux relever le quotient familial et rétablir l'universalité des allocations familiales. Là, un autre sujet qui me tient à cœur, c'est celui des mères isolées en situation de précarité. Aujourd'hui, les familles monoparentales, c'est une famille sur 5 en France. Dans 85% des cas, c'est la mère qui est en charge. Le résultat, c'est que ces mères finissent par cumuler un niveau de vie inférieur avec des emplois précaires à base de temps partiel, de CDD ou d'emploi aidé. Concrètement, les trois quarts des travailleurs pauvres français sont des femmes. Il est difficile d'élever des enfants seuls. Le faire en vivant des angoisses matérielles peut virer à l'épreuve insurmontable. Il faut aider ces mères et leurs enfants qui basculent dans l'extrême précarité. Pour cela, je propose de favoriser l'accès prioritaire aux crèches et aux logements sociaux pour les femmes isolées, de flexibiliser les horaires de structures de garde et de développer tous les modes d'accueil de la petite enfance. Je propose de renforcer la plateforme d'échange intergénérationnel pour venir en aide aux mères isolées dans leur quotidien. Aujourd'hui, cette plateforme fait le lien avec les associations, mais on pourrait mieux individualiser ce dispositif en permettant directement aux seniors de se rendre utile auprès des mères en aidant à la garde d'enfants ou à l'aide aux devoirs par exemple. En termes d'inégalité salariale, la France est 9e sur 28 en Europe. C'est un fait, les mentalités et les actes n'évoluent pas au même rythme que les textes de loi. Mon gouvernement a déjà instauré la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises et dans la fonction publique, Madame Zimmermann, mais il y a encore du travail. Les femmes restent très minoritaires au niveau de direction dans les entreprises comme dans la haute fonction publique. À poste équivalent, un homme gagne toujours 15% de plus qu'une femme dans notre pays. Il faut donc faire appliquer la loi sur l'égalité des salaires, se donner les moyens de la contrôler. Je vais ajouter quelque chose qui n'était pas dans le discours. Si on était au plein emploi, la situation serait bien plus facile. C'est parce qu'il y a un niveau de chômage extrêmement élevé que les entreprises ont le choix et qu'elles peuvent se permettre
de faire cette discrimination entre les hommes et les femmes. Et donc quand je dis que la priorité absolue, c'est le redémarrage de l'économie, c'est le plein emploi, c'est la relance d'une machine économique qui est à l'arrêt, c'est le retour à une France puissante, une France fière d'elle-même, une France qui se projette dans l'avenir, une France qui veut devenir la première puissance en Europe. Voilà. Eh bien, quand je dis ça, ça concerne aussi la question de la place des femmes dans la société, parce que je vous assure que quand il y a le plein emploi, quand les entreprises n'ont plus le choix, quand c'est les salariés qui ont le choix de l'entreprise dans laquelle ils vont aller, parce qu'on est en situation de plein emploi, ça changera beaucoup de choses. Ces inégalités s'appliquent aussi à la politique. Pour la première fois en 2007, nous avions, c'était mon premier gouvernement, il n'a duré qu'un mois, mais nous avions constitué un gouvernement strictement paritaire. J'en conserve le meilleur souvenir parce qu'il était resserré et pluriel. Je veux vous dire que si j'ai la confiance des Français, le gouvernement que je nommerai sera un gouvernement paritaire. Les femmes politiques qui sont au premier rang se réjouissent là, elles se disent... au premier, au deuxième, au troisième, même dans la salle. Au-delà de la politique, il faudra aussi mener des campagnes de sensibilisation sur l'accès à la mixité des métiers techniques, des métiers scientifiques, du secteur numérique. Il y a autour de ces métiers des préjugés et des freins psychologiques qu'il faut absolument abattre. Voilà, mesdames, les réflexions que je voulais partager avec vous pour ouvrir le débat que vous allez avoir. Je veux profiter de cette occasion pour vous dire merci. Pas seulement merci pour m'avoir invité à parler devant vous, mais surtout pour vous dire merci parce que vous êtes ici très nombreuses à vous être mobilisées pour construire notre projet politique depuis des années maintenant, presque 3 ans, pour apporter votre expérience, pour défendre vos conditions à l'extérieur. J'ai la chance d'avoir pu compter depuis le début de cette campagne sur le mouvement des femmes à l'Occident. Je pense déjà être le seul à avoir un 300 comités répartis dans toute la France, composés de femmes, élues ou pas, de toutes générations, de tous milieux socio-professionnels, de toutes origines et de toutes cultures. Alors je veux saluer votre engagement, je veux saluer votre ténacité, je veux saluer votre fidélité. Vous êtes des militantes pour redresser la France, des militantes pour la cause des femmes, des militantes pour les valeurs que nous portons ensemble. Ce sont des bonnes raisons d'agir. Merci de tout cœur de votre engagement. Ne relâchez pas la pression. Il reste 6 semaines. On va gagner.